Dans le cadre des entretiens de Solferino, nous sommes très heureux et honorés de recevoir Bénédicte Vergès-Chaignon, que nous connaissons comme biographe du maréchal Pétain, comme biographe de Jean Moulin et de Romanin, qui est le nom d'artiste de Jean Moulin, de Bonnier de la Chapelle, l'assassin de Darlan, et de beaucoup d'autres ouvrages historiques qui ont renouvelé nos approches concernant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, avec vous, nous faisons un pas de côté, si je puis dire, avec un de vos derniers ouvrages, édité chez Flammarion, Colette en guerre. Alors, c'est vrai que Colette continue d'intéresser. On a eu l'exposition à l'Institut de France, une nouvelle édition dans la Pléiade préfacé par Antoine Compagnon, un récent petit livre formidable que je vous conseille, Ma vie avec Colette de Pauline Dreyfus, paru chez Gallimard, et donc vous nous livrez aujourd'hui une Colette en guerre. Alors c'est vrai que le lien avec la Fondation de Gaulle semblait un peu lointain. Certes, sauf si je me trompe, Malraux parle de Colette dans les anti-mémoires, où il dit, contrairement à ce que dit Colette, ce qui est difficile dans la langue française, ce n'est pas les adjectifs mais les verbes. Je cite de mémoire, mais comme le gaullisme et la littérature sont tellement intriqués, il nous semble important de parler de littérature dans ces entretiens de Solferino. Alors, Colette en guerre, 1939-1945. Pourquoi et comment avez-vous choisi ce thème bien particulier? Alors, c'est un livre qui résulte au premier abord de ma détresse du premier confinement, à savoir est-ce que j'aurais assez à lire. Et donc, je ressors les œuvres complètes de Colette. Je suis une grande lectrice de Colette depuis mon adolescence, mais je n'avais jamais pris la peine de lire ses recueils d'articles. Là, pour rentabiliser cette lecture, je décide d'absolument tout lire et j'arrive ainsi au recueil paru en 1942, Paris de ma fenêtre. Parce qu'elle est confinée au Palais Royal, en quelque sorte, pendant la guerre. Et je découvre, ou je comprends, que ces articles étaient publiés en 1940 et 1941 dans Le Petit Parisien, le parangon du journal collaborationniste, dont la plupart des rédacteurs ont fini, je pense, soit en prison, soit devant un peloton d'exécution. Et c'est vrai que ça m'intrigue. Je vais vérifier sur Gallica, je me rends compte que la parution des textes n'a pas impliqué de censure ou de remaniement. Et je regarde un peu dans les biographies de Colette, je me rends compte que ces biographes sont passés très rapidement sur la Seconde Guerre mondiale et qu'elle est poursuivie à cet égard par des rumeurs, comme quoi elle se serait compromise pour sauver son mari, et puis qu'elle aurait publié dans des journaux comme Combat avec un S, le journal de la milice. Donc, eh bien, j'ai envie d'en savoir plus, et comme le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale est ouvert pendant les confinements 2 et 3, je me fais le plaisir, le bonheur de me plonger dans les archives et je trouve des réponses. Alors, quel est le statut de Colette en 1939 et quel est son statut en 1945, avant qu'on rentre dans le détail? C'est intéressant de voir les... Oui, alors, déjà, il faudrait faire un petit rappel sur son âge. Oui. Elle a quoi, 67 ans? Oui, elle a 67 ans au début de la guerre 72 à la fin. En 1939, elle est une vedette. C'est vrai qu'elle a toujours su utiliser la publicité dans sa vie. Elle s'est efforcée de contrôler son image. Elle est une vedette très populaire, très appréciée des lectrices, y compris des jeunes lectrices, mais aussi de lecteurs masculins et de lecteurs un peu partout dans le monde. Elle est traduite dans différentes langues et connue jusqu'aux États-Unis. Et en 1945, eh bien, elle est aussi
encore plus si c'est possible, une vedette. C'est vers elle que se précipitent beaucoup de journalistes anglo-saxons après la Libération. Et elle a la particularité d'être également encensée dans la presse communiste. Et ça, ça n'est pas donné à tout le monde. Elle jouit en effet du soutien inconditionnel d'Aragon, qui est un grand admirateur de Colette, de son style et de ses œuvres, et qui ne s'est jamais caché, par exemple, du fait qu'Aurélien s'inspire directement de la fin de Chéri. Ah, ça, je ne savais pas ça. Oui, oui. Et voilà, donc, voilà une Colette, je dirais, sanctifiée donc dans tous les compartiments. Elle a son brevet de résistentialisme, alors. Voilà, absolument. Quoiqu'elle-même, bien entendu, ne se soit jamais targuée d'avoir été résistante. Donc, elle écrit se contenter de parler de ce qu'elle a vu, y compris de la résistance qu'elle a vue. On peut porter néanmoins à son crédit résistant, si je puis m'exprimer ainsi, qu'elle a donné de l'argent et des contacts à sa voisine Suzanne Spaak, qui était vraiment impliquée au premier abord pour le sauvetage des enfants juifs à partir de 1942 et qui a d'ailleurs payé cet engagement de sa vie. Et elle est parente avec le dialoguiste de la belle équipe de Duvivier. Voilà, c'est une de ses belles-sœurs et donc elle est aussi la belle-sœur du Premier ministre belge de 1939 qui part en exil en Angleterre. C'est une histoire formidable. Oui, tout à fait. Et donc en 1939, elle connaît comme chacun les routes de l'Exode? Alors, non, parce qu'elle est persuadée depuis la Première Guerre mondiale qu'on ne peut passer les guerres, je la cite, qu'à Paris. Et elle refuse de s'enfuir car elle considère que c'est une lâcheté. Et en fait, elle ne quittera la région parisienne que dans la nuit du 13 au 14 juin 1940 pour se rendre chez sa fille qui habite 2 châteaux en ruine dans un village de Corrèze. Sa fille Colette de Jouvenel a bénéficié du don gracieux de ses frères Jouvenel, voilà, sous la forme de ces 2 ruines. Et Colette qui est partie... C'est maintenant un hôtel de luxe, je crois. Oui. Et Colette qui est partie de mauvais cœur déteste l'endroit où elle se trouve et se sent coupable de détester cet endroit puisque c'est comme si elle était méchante avec sa fille. En fait, avec laquelle elle a d'ailleurs des relations compliquées. Oui, avec laquelle elle a des relations compliquées. Elle aura toute sa vie des relations compliquées, d'où sa culpabilité en 1940. Elle se sent très isolée et c'est vrai qu'ils sont privés de radio, de journaux, de courriers. Et Colette dira même « nous aurions pu gagner la guerre, que je n'en saurais rien ». Voilà, donc évidemment, nous savons qu'elle n'a pas manqué cette information cruciale, mais elle n'apprendra qu'à posteriori l'armistice, l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Elle n'entend pas parler de l'appel du 18 juin, j'imagine. Ah, mais elle n'entend parler de rien. Et c'est un de ses grands problèmes. Et au fond, elle n'a qu'une hâte, regagner Paris. Et elle regagne quand Paris? Parce qu'elle a fait un détour par Lyon. Oui, elle fait un détour par Lyon, où se sont réfugiés beaucoup de journaux parisiens, car ce qui fait vivre en grande partie Colette, qui a besoin de gagner sa vie, ce sont les chroniques ou les prépublications qu'elle donne aux journaux. Et donc, elle se rend à Lyon pour voir s'il y a une possibilité de ce côté-là, et en pensant que son retour à Paris sera plus facile. Mais son retour à Paris, il est entravé par le fait que son mari, alors c'est son 3e mari, Maurice Goudquet, est juif. Et donc, normalement, il lui est interdit de regagner la zone occupée. Et donc, Colette va faire jouer toutes ces relations et surtout, je dirais, faire jouer l'entre-gens ou les capacités de ses admirateurs
pour finir par obtenir un Ausweis par l'intermédiaire du consul de Suède, la Suède étant un pays neutre dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'elle retrouve à son grand soulagement son appartement du Palais Royal, son appartement chéri et intact. Voisine de Cocteau. Oui, voisine de Cocteau, avec lequel elle entretient des relations très amicales et vis-à-vis duquel elle va se montrer très courageuse quand Cocteau, comme vous vous en souvenez peut-être, va avoir des démêlés avec les collaborationnistes. Et quand je parle de démêlés, il ne s'agit pas seulement d'injures écrites, mais vraiment de menaces physiques. Oui, et à ce moment-là... Cette fameuse conférence à Nice, je crois. Oui. Et c'est surtout à cause de certaines pièces qu'il fait représenter. Et Colette, à ce moment-là, sans le nommer, mais d'une façon très transparente, lui consacre une chronique dans le fameux Petit Parisien, c'est-à-dire au nez et à la barbe des collaborationnistes. Et donc, pendant ces 4 ans, elle reste au Palais Royal. Oui. Elle sort peu. Elle sort peu. Elle est décidée absolument à rester. Alors, elle sort peu, déjà parce qu'elle souffre à la fois, la pauvre, d'arthrite et d'arthrose. Donc, la marche lui est difficile. Et comme vous le savez, les moyens de transport dans Paris occupé et sujet aux pénuries sont très limités. Et elle a besoin, pour sortir, bien du bras secourable de son mari, mais son mari étant juif, il deviendra bien sûr de plus en plus risqué pour lui de sortir. D'autre part, elle se fait une sorte de position de principe de faire semblant qu'elle ne voit pas les occupants. Et donc, en restant dans l'enceinte du Palais Royal, c'est vrai qu'elle en voit peu, car le jardin n'est pas très fréquenté par les Allemands, ce qui n'empêche pas que tout autour du Palais Royal, il y a toutes sortes de bâtiments occupés par des administrations militaires allemandes et il y a également des maisons closes qui sont fréquentées par des Allemands à proximité. Donc peut-être ne les voit-elle pas beaucoup, mais elle les entend effectivement. Et il faudrait être aveugle ou d'un optimisme délirant pour penser qu'ils ne sont pas là. En plus, la guerre continue à s'inviter au-dessus de Paris, sous forme de bombardements ou du moins de passages d'avions alliés passages qui vont aller croissant plus on ira vers le printemps 1944. Et d'ailleurs, par exemple, une bombe tombe sur les grands magasins du Louvre qui sont vraiment à très grande proximité, en diagonale voilà, du Palais Royal. Et alors, si nos auditeurs veulent savoir où est l'appartement de Colette, il est à l'étage noble, sur le petit côté, en face du Conseil constitutionnel. Donc c'est de ce côté-là que donnait son salon et sa chambre, et les autres pièces donnent sur l'arrière une rue beaucoup moins charmante que ne l'est le jardin. Donc à côté du ministère de la Culture. Absolument. D'accord. Et donc son mari, qui est juif, va être raflé pendant ce qu'on a appelé la rafle des notables. Oui, alors... Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc ça se produit au début du mois de décembre 1941. C'est une rafle de représailles décidée par les autorités militaires allemandes et opérée par les Allemands eux-mêmes. On n'est pas dans une configuration où la police française intervient. Alors, ce n'est pas vraiment une rafle, puisqu'en fait, ce sont des arrestations ciblées sur la base des fichiers des Juifs en se rendant au domicile des personnes. Il n'y a que des hommes qui sont arrêtés, et notable est souvent un peu beaucoup dire, mais ce sont des personnes qui soit ont une profession libérale, soit ont une petite notoriété pour une raison ou pour une autre. Vous voyez, dans le cas de Maurice Goudquet, sa notoriété est d'avoir fait un peu de journalisme et d'être le mari de Colette. Ce n'est pas une notoriété extraordinaire. Et donc, ils sont plus de 700 à être arrêtés au petit matin et transférés immédiatement au camp de Compiègne, qui lui aussi est un camp allemand géré par les Allemands, où se trouvent jusque-lors
des communistes et éventuellement des Britanniques. Parachutés. Voilà, ou des Russes. Et ces hommes juifs sont enfermés dans des baraques absolument sans aucun équipement, aucune installation, au cœur de l'hiver. Et ils souffrent terriblement du froid et de la faim. Et Colette a conservé les petits mots que son mari avait réussi à lui faire passer grâce justement aux internés communistes qui étaient très très organisés. Et on voit que le pauvre, il lui réclame bien sûr de faire tout son possible pour qu'il soit libéré et aussi de lui envoyer de la nourriture. Et c'est assez bouleversant parce que donc il commence par faire une liste d'aliments et puis il finit par écrire en majuscule du gros. Voilà, tellement il a faim. Et donc elle se démène pour le faire libérer. Alors oui. Comment elle y arrive? Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure à propos de son retour en zone occupée. Colette est quelqu'un qui fait feu de tout bois à partir de sa célébrité, à partir de ses relations. Donc elle utilise la même méthode. Elle sollicite absolument tous les gens dont elle pense qu'ils peuvent avoir une connexion quelconque avec les Allemands. Et si bien que après la guerre, beaucoup de gens vont revendiquer d'être ceux qui ont permis la libération de Maurice Goudquet. Cette revendication est sans doute sincère, mais en réalité, l'hypothèse la plus probable est que c'est la femme de l'ambassadeur allemand Otto Abetz, Suzanne Abetz, qui était une grande lectrice et une admiratrice de Colette, et une Française, voilà, qui est intervenue. Mais le processus a été relativement lent puisque c'était l'administration militaire allemande qui était décisionnaire dans cette situation. Et Colette arrive à obtenir par ce biais la libération de son mari au mois de février 1942. Et je dirais qu'en termes de compromission, elle en est quitte en l'occurrence pour des envois de bouquets de fleurs et de livres dédicacés. Colette n'a pas du tout fréquenté les thés de l'ambassade allemande ou de l'Institut culturel allemand. Karl Epting. Voilà, contraire. D'ailleurs, tout simplement parce que les nazis méprisent totalement la littérature de Colette. Elle a connu Gerhard Heller ou pas? Non, parce que vraiment, elle n'est pas du tout dans les centres d'intérêt de la propagande allemande, qui trouve que c'est une littérature non seulement féminine, mais qui est bien le témoin de l'avachissement moral et physique de la France. Donc elle n'est pas du tout sollicitée par la propagande. Et je pense qu'elle en est très satisfaite. Alors néanmoins, elle va avoir deux interactions avec les Allemands. Elle va être interviewée par la Pariser Zeitung, le quotidien français, parisien de langue allemande, voilà. Et alors elle va faire du Colette dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'elle ne va parler que d'animaux, de poésie, enfin de sujets tout à fait accessoires, en gardant la main sur cette interview, car elle a toujours très peur de dire quoi que ce soit qui puisse être récupéré ou utilisé. Donc elle a choisi le parti de prendre le contrôle pour s'en tenir à des sujets très superficiels et très attendus, effectivement. Et une autre fois, le magazine allemand Signal, qui est donc un magazine très luxueux en couleurs, qui paraît dans toute l'Europe occupée, va dans son édition française publier un très joli texte de Colette sur une journée au Palais Royal. Voilà. Mais alors, c'est pareil, hein, c'est vraiment un texte qui aurait pu paraître n'importe quand dans n'importe quel journal, puisque au fond c'est un texte qui est consacré à la course du soleil dans le jardin du Palais Royal. Et le texte que vous citiez tout à l'heure, qui a été repris dans Combat au pluriel, le journal de la milice, l'a été fait sans son accord et à l'insu de son plein gré. Ah, mais tout à fait, même à son insu. Total.
complètement. En fait, c'est un journal qui paraît en zone sud et qui ne parvient pas en zone nord, là où elle vit. Donc, elle ne le sait pas. Il s'agit au fond de la reprise d'un article plus ancien consacré à la Comédie Française. Et la même mésaventure est arrivée à d'autres écrivains, à commencer par Paul Morand, qui, lui, appartenait au cabinet de Pierre Laval, donc a priori ne se serait pas prononcé contre, mais qui a découvert tout aussi bien qu'un de ses articles avait été reproduit, et il s'est plaint parce qu'il avait été reproduit avec beaucoup de coquilles et qu'il n'avait pas été payé pour cela. Mais, on reconnaît bien Morand, là. Oui, absolument. En même temps, quel est l'écrivain qui, en 1943 ou 1944, se mêlerait d'intenter un procès pour droit d'auteur à la milice? Aucun. Vous parlez de Morand. En vous lisant, j'ai découvert qu'il avait publié une apologie de Laval. Oui, alors... Et c'est publié chez qui? Chez Flammarion, ouais. qui pour cela va avoir un important quota de papier. Oui, parce qu'on a oublié que c'est le gros problème, le papier. Absolument, puisque l'édition française dispose, sous l'occupation, de moins de 10% de la masse de papier qu'elle avait avant-guerre. Et donc là, il va y avoir plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de cette brochure consacrée à Pierre Laval, chef du gouvernement, et rédigée par Paul Morand, qui donc appartient au cabinet de Pierre Laval depuis mai 1942 jusqu'à août 1943, mais cette brochure n'est pas signée. Ah bon? Voilà, Morand ayant considéré que ses lecteurs ne comprendraient pas la différence avec son style habituel. Elle est signée par qui alors? Alors, elle n'est pas signée du tout. Et comment on sait que c'est lui? Alors, on sait que c'est lui parce qu'il en parle dans son journal de guerre, et aussi parce que René de Chambrun, qui était donc le gendre de Pierre Laval, avait raconté effectivement cette anecdote après la guerre. Vous parlez de la pénurie de papier, vous racontez que cette pénurie ne concerne pas que les éditeurs, mais les écrivains, puisqu'elle écrit sur du papier bleu, et elle n'en trouve plus, c'est ça? Alors, Colette écrivait toujours sur du papier bleu pour reposer ses yeux. Et donc, voilà qu'elle se trouve à court de papier bleu. Et là encore, elle recourt à ses admirateurs, et c'est un imprimeur belge qui va réussir à lui fournir du papier bleu. Et les admirateurs de Colette vont être de grands ravitailleurs en ces temps de pénurie, non seulement de nourriture, mais aussi éventuellement de vêtements, de chauffage d'appoint, de charbon. D'ailleurs, elle écrit une lettre très drôle au préfet de la Seine, au préfet de Paris, pour lui demander une attribution supplémentaire de charbon. Et elle écrit donc « Voyez comme je tremble tellement j'ai froid ». Voilà. Toute plaisanterie mise à part, c'est vrai qu'elle est une dame âgée. Et il faut rappeler par exemple qu'après 70 ans, les Français n'avaient plus droit qu'à une carte de ravitaillement V comme vieillard, dont l'attribution quotidienne en calories ne représentait que la moitié des besoins journaliers. Donc, je dirais, sans recourir soit à la bienveillance de ses amis, soit au marché noir, on était sûr de mourir assez rapidement. Surtout qu'elle aimait la bonne chair. Oui. C'était une gourmande, c'est une épicurienne. Gourmande. Et alors, ce qui est amusant, c'est que justement, grâce aux colis qu'elle reçoit, on se rend compte qu'elle aimait beaucoup les fruits, les légumes. Enfin, voilà. Ça n'est pas forcément une gourmande de viande ou de pâtisserie, quoiqu'elle aime beaucoup la crème. Et elle est aussi très généreuse, c'est-à-dire qu'elle partage ses colis. Entre autres, elle entretient presque entièrement son beau-frère, qui est juif donc, et invalide de la Première Guerre mondiale. Et elle veut tout le temps que les gens qu'elle reçoit aient assez à manger, qu'ils aient assez chaud. Donc, par exemple, elle impose à tout le monde de s'envelopper dans des couvertures à table. Voilà. Donc, c'est assez amusant. Et là aussi, il a été reproché à Colette ce côté très intéressé
Voilà, mais elle n'est pas du tout une exception parmi les écrivains et les artistes français. Après tout, le journal de Marcel Jouhandeau est plein de considérations sur sa surveillance de l'assiette de sa femme par rapport à la sienne, et où, je ne sais pas, Georges Duhamel a aussi entretenu une correspondance très suivie avec un agriculteur de l'ouest de la France pendant la période de l'occupation. La littérature ne suffit pas à nourrir, il faut autre chose que l'esprit, il faut aussi un estomac plein. Alors, il y a un autre aspect que j'ai découvert dans ce livre, c'est cet amour platonique avec Claude Farrère, qui se met en tête de la faire élire à l'Académie française sous l'occupation. Oui, oui, parce que en fait, la position de Colette dans le champ littéraire français est très particulière, puisqu'elle est reconnue comme un très grand écrivain. Elle est dans les ouvrages collectifs ou dans les listes d'écrivains, eh bien, elle est souvent la seule femme, Madame Colette, et en même temps, elle est entourée d'une jalousie masculine ou d'un certain mépris pour ce qu'elle écrit. Et Claude Farrère, qui depuis la fin du 19e siècle, alors qui est Claude Farrère, parce que je pense que beaucoup de... Officier de marine, voilà, écrivain, de gens, voilà. Récit de voyage. Et un auteur de best-sellers. Oui, 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 oui. Il est tombé dans l'oubli pour nous, mais oui. il est très connu à cette époque-là, et il est entré à l'Académie française dans les années 1930. Et donc, voilà, il a une relation amicale, amoureuse avec Colette depuis la fin du 19e siècle, et il rêve de la voir entrer à l'Académie française. Bon, la question en réalité ne va pas se poser puisqu'il y a un moratoire sur les élections à l'Académie française pendant l'occupation, et c'est finalement à l'Académie Goncourt que Colette va être élue. Avant l'Académie royale de Belgique. Voilà, après l'Académie royale de Belgique, oui, tout à fait. L'Académie Goncourt, c'est simplement en 1945, et l'Académie Goncourt, elle avait vraiment besoin de redorer son blason après la guerre. Donc, la popularité, le charme et, je dirais, la caution de Colette étaient vraiment les bienvenus. Pour terminer ce vagabondage autour de Colette, donc elle a quand même beaucoup écrit pendant ces années noires. Qu'est-ce qui surnage dans l'œuvre de ces années-là? Alors Gigi, bon, c'est pas rien. Qui n'est pas rien, qui est un roman délicieux sur une belle époque charmante et totalement immorale, qui est écrit au plus noir de l'occupation, quand elle est séparée de son mari, quand elle ne sait pas ce qui va se passer, si même elle verra la fin de la guerre. Donc, ça donne tout le prix de ce charmant roman. Et puis, deux œuvres écrites après la guerre, Le Fanal bleu, qui reprennent justement les épisodes de l'occupation avec beaucoup de charme. Et au fond, ce sera la dernière période où Colette va écrire. Et il y a une très belle nouvelle qui s'appelle Le Képi. Oui, tout à fait, qui est paru en 1941. Et effectivement, justement, qui est paru en prépublication dans la presse. Il y a aussi 369, des récits qui sont adorables sur ces différents logements et ces déménagements. Et donc, elle a eu cette capacité de continuer à écrire au fond des choses qui sont non seulement belles, mais qui font du bien au milieu de la détresse. Merci beaucoup, voilà une belle conclusion. Donc, pour bien écrire français, il faut lire Colette. Et pour bien comprendre Colette, il faut lire Bénédicte Vergès-Chaignon et son Colette en guerre. Merci encore.